Deux deuxième chose, vous verrez, à certains moments, il y aura des interactions, vous verrez qu'il y aura un sondage. Excusez-moi, il y a un peu de musique autour de moi, j'espère que ça ne vous perturbe pas. Il y aura un sondage effectivement, et on continuera sur cette animation. Et le mode effectivement d'animation, c'est que je vais effectivement poser des questions qui me semblent intéressantes parce que je ne connais pas moi-même le mentoring à Sylvie. Donc Sylvie, est-ce que tu es prête pour cette interview? Et ouais, je me sens prête, Nathalie. Donc, si je te dis mentoring, Si tu me dis mentoring, alors je ne sais pas quelle est la population qui est avec nous, mais ce que j'ai envie de dire en premier, c'est de faire un petit peu d'histoire, de rappeler à chacun d'où vient cette pratique. Alors, elle vient de loin et donc je vais vous demander de vous transporter, si vous le voulez bien, puisque mentor viendrait de la mythologie grecque. Alors, à l'origine, Mentor, c'est un nom propre. Et Mentor, c'était l'ami d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Et lorsqu'Ulysse partit en guerre, vous savez, cette fameuse guerre de Troie qui dura de nombreuses années, il confia l'éducation de son fils Télémaque à son ami Mentor. Alors, j'entends par éducation, non pas une éducation scolaire, mais vraiment une éducation de sagesse, une capacité à prendre du recul et de la hauteur sur les événements, comme il le faisait auprès de son père, le roi Ulysse. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, un mentor est une personne avisée qui sert de guide, de conseiller à quelqu'un, par allusion à ce personnage de l'Odyssée d'Homère. Ça, c'est le mythe fondateur. Quelques siècles plus tard, il a été mis en avant par un auteur, Fénelon, au XVIIe siècle, qui a publié les aventures de Télémaque sous forme d'un roman poétique à l'attention de Louis duc de Bourgogne, héritier de Louis XIV, qui était son élève. Puis ce livre, par la suite, a été une vraie référence pour les Lumières, le siècle des Lumières, et notamment Montesquieu, qui lui a valorisé cet ouvrage et a fait réapparaître la notion de mentor. Plus proche de nous au XXe siècle, les premières initiatives ont pris naissance aux États-Unis dans les domaines de l'associatif, de l'accompagnement des jeunes en difficulté, jusqu'à arriver dans les années 70, toujours aux États-Unis, hein, dans l'entreprise. Et là, comme les Américains savent bien le faire, ils ont structuré un processus et ils l'ont appliqué et cela s'est développé dans les entreprises. Ensuite, ça a été repris par les entreprises anglo-saxonnes qui s'en sont accaparées. Et puis, dans les années 90, c'est arrivé dans nos entreprises en France. Voilà pour la petite partie histoire. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi que, Nathalie, quand on est deux, ben, on se sent plus fort, on a l'impression d'être entouré. Je pense que, sincèrement, c'est un moyen d'éviter le turnover dans l'entreprise. Ça fidélise aussi les collaborateurs. Et puis, j'ai la certitude, mais là, ce n'est que ma croyance, que c'est un moyen d'acquérir et de développer de nouvelles compétences. Et enfin, je pense réellement que c'est une relation qui est gagnant-gagnant parce que c'est aussi la puissance d'un lien intime qui se crée et que chacun va apprendre de la relation. Voilà. merci beaucoup. Et du coup, il semblerait qu'il y ait vraiment un regain pour le mentoring actuellement. Qu'en penses-tu? Bah, je crois que tu ne te trompes pas. Et d'ailleurs, cela fait maintenant quelques années que les entreprises investissent et mettent en place de tels programmes. Après un démarrage qui s'est fait lentement en France, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, au-delà des entreprises privées aussi, le mentorat s'est développé énormément dans la fonction publique, notamment l'éducation nationale, pour ne nommer que celle-ci. Et puis récemment, notre président a mis en place un projet qui s'appelle Un jeune à mentor, dont vous avez dû entendre parler. Et ce programme, il est accompagné par des associations qui ont répondu à un appel d'offres de l'État. Et l'objectif de ce programme, c'est d'accompagner les jeunes chercheurs d'emploi. Alors, il existe aussi du mentorat pour accompagner de la réinsertion dans la société. En fait, on se rend compte que le mentorat, il se développe dans différentes sphères, qui n'est pas réservé qu'à la seule population d'entreprise. Il a eu ses heures de gloire, puis il a été un peu délaissé au profit d'autres formes de développement professionnel et personnel du collaborateur. Et puis, aujourd'hui, en effet, il y a un regain d'intérêt, Nathalie.
Ok. Donc, tu as un petit peu commencé à expliquer pourquoi ce regain, mais est-ce que tu veux en dire un petit peu plus? Oui, alors qu'est-ce que je pourrais te dire? D'abord, j'ai envie de mettre des mots comme notion d'humain, vision humaniste, contact, appartenance, lien, sens, etc. Depuis quelques années, on voit que les entreprises mettent l'accent sur le savoir-être en mettant à disposition de leurs collaborateurs des formations sur l'intelligence comportementale. Le savoir-être groupe une série de compétences allant du sens de l'autonomie, de la capacité à fédérer, la curiosité, en passant par le sens de l'organisation, etc., etc. Le mentorat aujourd'hui, c'est un complément à toutes ces formations car il est concret. Le mentoré, il arrive avec ses besoins, sa problématique, son interrogation, son envie de se développer. Et cette forme de suivi du collaborateur fait qu'il se sent valorisé, attentionné par l'entreprise. Le mentorat, c'est vraiment une des possibilités de développement les plus précieuses que l'on peut offrir à un employé. Et puis, Nathalie, 2020 a marqué aussi notre façon de travailler. Le télétravail n'était pas aussi développé qu'il l'est maintenant et tout le monde se trouvait sur le lieu du travail. Et pour les organisations, c'était facile d'intégrer de nouveaux collaborateurs, de développer et motiver le personnel sur place et puis surtout de prendre la température aussi en termes d'ambiance. Ce contexte dans lequel nous vivons actuellement, je pense, renforce l'intérêt porté au mentorat. Et l'on voit bien que le mentorat est bien plus qu'un simple programme. Nous avons besoin de recréer du lien et un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, il est fondamental dans une organisation. Je pense d'ailleurs que de nouvelles valeurs, plus tournées vers l'humain, vont émerger en y apportant des comportements nouveaux et j'espère que cela va favoriser l'intégration de cette pratique à la culture organisationnelle. Quand le mentorat fait partie de la culture d'une entreprise, il véhicule à lui-même des valeurs fondamentales et nécessaires au bon fonctionnement d'une équipe. Entraide, collaboration, développement, ouverture d'esprit, etc. Et puis d'autant plus que les experts en ressources humaines que vous êtes s'entendent pour dire que la tendance du travail à domicile est là pour rester. C'est donc un nouveau défi pour les entreprises pour faire face à l'intégration, à l'engagement des équipes dans un monde de travail hybride. Je dirais que le mentorat, pour moi, c'est une clé. C'est une clé qui va permettre d'ouvrir en redonnant du sens et du lien dans l'entreprise. Et c'est aussi une manière de concilier le triptyque que j'aime bien, qui est solidarité, fidélisation et performance, en portant un regard nouveau sur la notion d'intégration, d'évolution et de soutien du collaborateur. J'ajouterais aussi que c'est un bon moyen pour l'entreprise en cette période de pandémie de maintenir la mobilisation de tous et aussi de tester de nouvelles tendances de travail avec notamment la flexibilité géographique. Voilà, Nathalie. Et donc là, tu nous as fait rêver sur effectivement le mentoring. Donc concrètement, rentrons dans le vif du sujet, le mentorat, c'est quoi? Alors, le mentorat, c'est l'organisation d'une relation solidaire, volontaire et bien souvent bénévole entre deux personnes, la plupart du temps, et sans lien de hiérarchie entre elles. Alors, si je donne une définition de qu'est-ce qu'est le mentorat, je donne celle-ci. C'est une démarche d'accompagnement, de relations interpersonnelles, de soutien, d'échange et d'apprentissage, ce qui implique l'organisation d'une transmission de connaissances conduite entre une personne expérimentée, le mentor, envers une personne qui a envie de progresser et de développer des compétences ou atteindre de nouveaux objectifs professionnels et qui, lui, est le mentoré. C'est une relation tripartite puisqu'il existe un triptyque mentor, mentoré, organisation. Le mentor, au-delà de son expérimentation, il doit être capable de transmettre son savoir. Et là, c'est une question de posture. Quant au mentoré, lui, il est aussi dans une posture car il se met en capacité de recevoir des conseils. Il doit être dans l'ouverture pour accueillir des choses qui vont être différentes. C'est une relation aussi où le maître mot est confidentialité. Et ça, c'est très, très important. Il n'y a pas de restitution de ce qui se passe entre le mentor et son mentoré. Et puis, pour compléter, je dirais
que c'est un moyen d'accompagner qui va donner du sens à une transition, un nouveau rôle, un but à atteindre, un objectif de carrière ou tout simplement un chemin à tracer. Super. Et du coup, alors, qu'est-ce que le mentorat n'est pas? Ah, qu'est-ce qui n'est pas? Ça, c'est aussi une bonne question. Ce n'est sûrement pas une relation de management, puisque la notion de hiérarchie n'existe pas dans le mentoring. Très souvent, les mentors sont des managers, et c'est bien là toute la difficulté, car la posture du mentor, elle est spécifique, puisque l'on est dans une posture de pouvoir pour, et non dans une posture de pouvoir sur, qui est souvent celle qui est exercée par le manager, qui a tendance à se concentrer sur les objectifs de son équipe et ses résultats. C'est donc un exercice pour le manager car il doit en fait déconstruire son schéma comportemental quand il est dans une posture de mentor. Le mentoring, ce n'est pas non plus une relation de coaching parce que d'une part, ce n'est pas une relation qui est rémunérée et puis aussi parce qu'un coach, il n'est pas là pour partager son expérience avec son coaché, etc. Ce n'est pas non plus du tutorat, car le tuteur, il est là pour transmettre un savoir et des compétences techniques et qu'il peut y avoir une relation hiérarchique et que ça donne souvent lieu à une évaluation normée. Ce n'est pas non plus de la formation, car le mentor ne transmet pas à titre principal d'apport et de contenu théorique. En revanche, toutes ces formes d'accompagnement, elles ont bien évidemment un point commun, c'est le fait de reposer sur des échanges, de porter sur un objectif qui est défini, d'être basé sur des comportements communs et puis d'être positionné dans un cadre structuré où figurent des engagements et des responsabilités bien précises et pour le mentor et pour le mentoré. Et là, la notion de savoir-être du mentor, elle doit être présente et j'entends par là précisément la posture qu'il va mettre en place. Parce que c'est grâce à cette posture qui est un élément essentiel de la réussite de la relation entre ces deux parties. C'est là que le résultat sera au rendez-vous à la fin du programme. Voilà, Nathalie. Super. À ce stade, on a réfléchi effectivement et on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre entreprise personnelle ou personnellement, sur ce sujet. Et on va vous lancer un petit sondage qui va permettre effectivement d'échanger ou de faire des interactions. Et je pense que c'est Lucas qui va faire ça, je crois. Oui, alors je vais l'activer. Ça va, sur votre écran, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître et vous allez du coup répondre à 2 questions. C'est un choix oui/non. Il suffit de cliquer pour répondre. Chez le gardien. Ah bon? Ouais. Il est passé? Il a sonné quand j'ai vu l'ouvrir et dit viens. Alors, donc il y a les votes qui sont en train de... On va laisser une minute et quelques. Ou alors, je vais juste attendre que tout le monde ait voté. Il reste 15. 20 personnes ont voté, donc il en reste encore 7-8. Ok, 85% des gens ont voté, il en reste un petit peu. Bon, en direct, il y a quelques ne se prononcent pas. Je vais mettre fin au vote. Ok, je vais partager les résultats et du coup, Sylvie, tu pourras les voir et les commenter. D'accord, 26% ont déjà construit un programme de mentoring par le passé, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous êtes là aussi aujourd'hui pour participer avec nous. Et donc, je crois que par le chat, ce qui serait intéressant, c'est que pour ces personnes qui ont construit un programme de mentoring, est-ce que vous auriez la gentillesse de pouvoir indiquer
quel serait le point de vigilance que vous pourriez partager avec nous, avec le groupe, pour avoir vécu ce programme? Et puis, êtes-vous en train de réfléchir à la mise en place d'un tel programme? Oui, 48%, et non, 50%. Alors, merci pour ceux qui ne réfléchissent pas encore, et j'espère qu'à la fin, ça vous donnera envie de réfléchir et que vous pourrez contacter My Perso Coach si vous avez besoin d'un petit coup de main. Et puis, les 48%, mais j'espère que vous allez trouver vos réponses dans ce que je vais dire. Et aussi, pour ceux qui réfléchissent à ce programme, eh bien, si vous voulez, par le chat, vous pouvez aussi nous indiquer la question qui vous taraude la plus. Et puis, à la fin, on répondra à tout ça. Du coup, juste pour résumer, Sylvie, tu disais pour les personnes qui ont déjà construit un programme de mentoring, c'est par le chat partager les pièges à éviter, c'est ce que tu disais, je pense, selon elle. Un piège, oui, ce qui ressort le plus, oui. Et pour les personnes, et la deuxième question que tu avais, c'est réfléchir à la mise en place d'un tel programme. Et donc, est-ce que vous avez justement, puisque vous réfléchissez, pour ceux qui ont répondu, il y en avait quand même, je crois, j'ai enlevé les réponses, mais je crois qu'il y avait 48 ou 50%, c'est quelles sont vos interrogations par rapport à un tel programme et à la mise en place d'un tel programme? Nathalie? Oui, excusez-moi, comme il y avait un peu de bruit environnant, mais ça s'est calmé, j'avais coupé mon micro et je ne suis pas la reine du micro réactivé. Et je voulais dire qu'en fait, en même temps que les gens s'expriment, qui vont s'exprimer, il y a quelques questions auxquelles on répondra, enfin tu répondras en fin d'animation. Et on a Valérie qui dit qu'elle te remercie pour cette présentation très claire et de valeur. Il y a une personne qui dit qu'elle est chargée du recrutement et est-ce qu'on pense que sa présence fait sens? Moi, j'ai dit oui, je pense. Voilà. Et donc, le temps que vous réfléchissiez, si vous souhaitez effectivement vous exprimer sur ce sujet, on va quels sont les prérequis à la mise en place d'un mentoring en entreprise et moyens associés. Donc voilà, vous êtes en train effectivement de poser les questions auxquelles Sylvie va répondre, je pense, dans la deuxième partie de son intervention, justement en expliquant la mise en place des programmes, etc. Vous imaginez bien qu'on a préparé cette intervention. Donc, on a réfléchi effectivement à des choses qui nous semblaient pertinentes. Et si tu es d'accord, Sylvie, on peut continuer le temps que les gens s'expriment et qu'ensuite, à la fin, où tu auras donné effectivement pas mal d'informations, on reviendra sur toutes ces questions. Est-ce que tu es d'accord? Et justement, puisque la question est les prérequis en place pour faire un mentoring en entreprise, j'ai envie de te dire effectivement, est-ce qu'il existe différents programmes de mentoring? Alors oui, Nathalie, il en existe pas mal et ces programmes répondent à des objectifs différents et ils se co-construisent en fonction du contexte duquel ils émergent. En premier, je parlerai du mentoring officieux. Vous savez, celui qui n'a pas de programme, justement, celui qui se crée de par la connivence. Ah, j'ai perdu mon truc, moi je sais pas ce qui s'est... Hein, Nathalie, voilà. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a eu un... Vous m'entendez? Moi, très bien. D'accord. Alors, donc, je reviens. En premier, je parlerai du mentoring officieux, celui qui n'a pas donc de programme. C'est ce que je... Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Celui qui se crée de par la connivence, de par le lien et qui va se mettre en place entre deux personnes. Ensuite, alors celui-là, bien sûr, il n'a pas d'engagement, hein, il n'est pas cadré et voilà, il est basé juste sur une relation. Moi, je l'ai beaucoup connu au début dans ma carrière. Ensuite, on trouve le mentoring classique, celui qui est le plus connu, le plus dispensé dans les entreprises, et celui qui a pour vertu d'être un catalyseur de développement qui va préparer les mentorés à relever les défis qui les attendent dans le développement de leur carrière. Mais c'est celui aussi qui permet de mettre en relation l'intergénérationnel et qui permet aussi de capitaliser sur les savoirs des uns et des autres. Et je glisse justement avec l'intergénérationnel sur l'autre type de mentoring qui se met beaucoup en place et qui est de mettre le reverse mentoring ou en français mentoring inversé. Et ce type de mentoring, il est né avec les milléniums et la génération Y. Et pour exemple, dans le monde digital d'aujourd'hui, il est essentiel de tenir compte de toutes les possibilités de développement et de formation. Et il est important de développer une culture de mentoring inversé, car ça permet de casser les silos, de déconstruire les castes en apportant de la créativité et de la formation sur des sujets comme le digital. Il y a le mentoring entre pairs, qui lui est une méthode d'acquisition croisée des compétences. À tour de rôle, chacun endosse le rôle de mentor pour l'un de ses pairs afin de l'aider à développer ses compétences. Ça, c'est une vraie culture du collaboratif qui est mise en avant par l'entreprise au profit de sa performance économique, de son développement du capital humain. Ça peut devenir une philosophie en fait, le tout étant d'y croire pour qu'elle infuse et qu'elle devienne l'ADN de la boîte. Et puis, celui-là, on le retrouve très souvent dans les startups ou les scale-up parce que dans ces entreprises, tout va très vite et les maîtres mots sont vitesse, agilité, entre autres. Il y a aussi le mentoring croisé qui, lui, va se pratiquer entre entreprises. Celui-ci, il permet aussi de répondre à la solitude du dirigeant tout en lui permettant de se frotter à d'autres cultures d'entreprise. Et on le voit beaucoup, il s'est beaucoup développé aussi dans les réseaux féminins. Et puis, je terminerai par celui qui se structure actuellement et qui est le métier de business mentor. C'est une activité qui se développe et plus précisément à destination du dirigeant pour l'accompagner dans le développement de son entreprise. Et là, c'est une activité qui peut être rémunérée. Alors, on peut toujours discuter de l'intérêt de payer pour un mentor, hein, parce que ce n'est pas un sujet mineur, mais que ce soit dans les incubateurs, les accélérateurs et les différents réseaux, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais un mentor, c'est bénévole ». Oui, c'est bénévole, sauf qu'aujourd'hui, il existe des dispositions de formation de business mentor qui amènent à une certification. Et c'est une certification qui tient en compte de la formation et plus précisément, elle est centrée sur les compétences comportementales essentielles à la réussite du dirigeant, aussi bien que sur la capacité à accompagner une stratégie d'entreprise. Et voilà, ça mérite d'être rémunéré, à mon sens, et c'est vraiment un métier qui se développe de plus en plus. Donc, on parlera peut-être bientôt de business mentor et de programmes de mentoring qui sont rémunérés. Voilà. Ok, super. C'est juste incroyable d'imaginer toutes ces formes de mentoring. Et tu parles beaucoup de programme. Qu'est-ce que tu mets finalement derrière ce mot programme? Un programme, au sens où je l'entends, c'est pour moi d'accompagner l'objectif du commanditaire en lui faisant, si cela n'est pas déjà fait, se poser des questions telles que pourquoi est-ce que je mets en place un programme de mentoring? Sur combien de temps je vais le mettre en place? Est-ce que ce programme, il s'inscrit bien dans une stratégie de développement de mon capital humain et ce, au service du développement de mon entreprise? Voilà toutes les questions qui peuvent se poser. Et à travers toutes ces réflexions, eh bien, le commanditaire, il va poser les bases de son projet. Et de là, va naître la construction du programme associé aux besoins. Pour moi, la construction d'un programme, c'est la clé de la réussite. Et cela passe par la mise en place d'un processus qui doit être structuré
et accompagner, et ce pour en garantir une efficacité d'ensemble. Et que pour être fructueux, la mise en place d'un programme doit être davantage qu'une simple relation improvisée. Et quand je parlais de relation improvisée, je fais référence au mentoring officieux dont je vous parlais au début. Super. Donc, en fait, le mentoring serait-il un outil de développement finalement? Excusez-moi, mais je parle tellement que j'ai soif. Alors, la réponse, qu'est-ce que je pourrais vous dire à ça? Catherine Thibault, et vous verrez, j'y fais référence à la fin de ma présentation. Catherine Thibault, qui est superviseur en mentorat et qui est auteure de l'ouvrage Les clés d'un mentoring réussi, elle dit que c'est un marchepied pour se hisser dans le train vers son autonomie. Et moi, je pense vraiment que la relation mentorale, ça donne un supplément d'âme aux collaborateurs et aussi à l'organisation dans l'entreprise. Alors, en réponse à ta question, Nathalie, je dis que oui, pour outil de développement, je dirais même un outil efficace de développement professionnel et personnel qui va répondre aux enjeux RH tout en impliquant et en valorisant les collaborateurs. Et pour que cela soit une réussite, ce programme, je martèle, doit se concevoir, être formalisé et enfin animé du début jusqu'à son terme. La mise en œuvre d'un tel programme, elle requiert une véritable ingénierie qui doit être soutenue en interne et pilotée tout au long du processus. Le mentorat, ça offre un véritable environnement d'apprentissage et en fait, on met en relation des personnes qui vont penser et avoir des perceptions différentes. Et du coup, ça favorise la circulation d'idées et puis ça permet d'évoluer sur sa propre réalité. Et de facto, on partage un champ de connaissances. Super, merci. On commence effectivement à voir les bénéfices du mentoring, mais est-ce que tu pourrais effectivement nous en donner les principaux, faire une petite synthèse sur les bénéfices évidents, super importants pour toi, qu'il a beaucoup vécu? Oui, les bénéfices pour l'organisation, donc au risque de me répéter, ils sont très appréciables. C'est du décloisonnement, c'est de la solidarité, c'est de l'intergénérationnel, c'est du sens et de l'intelligence collective. Et c'est une façon de contribuer à créer une culture d'acceptation dans un environnement où la diversité des profils est somme toute un atout. C'est bien sûr un maintien des compétences et des savoir-faire. C'est un engagement des collaborateurs. C'est aussi de l'intégration intergénérationnelle, mais pas que. C'est briser l'isolement. C'est acquérir de nouvelles compétences et aussi développer son réseau, sa compréhension, les codes de l'entreprise. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça renforce la cohésion, la culture de l'entreprise, ça crée de la diversité. C'est une fierté, c'est une véritable valorisation pour les mentors et les mentorés que d'être dans un tel programme. Globalement, l'organisation, les mentors, les mentorés, tous y trouvent des bénéfices parce que vivre l'expérience d'une relation humaine significative et bienveillante, c'est porteur d'espoir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, c'est porteur d'ouverture à soi-même, à l'autre et à de nouvelles possibilités pour l'entreprise. Voilà ce que je dirais sur ça. Super. Donc, si j'entends bien, c'est effectivement, on sent développement personnel et développement professionnel. Oui, oui, oui. Je dis bien ça parce que professionnel, parce que ça va de soi, parce qu'il va y avoir comme un transfert de compétences qui va s'opérer de manière subtile pendant la durée du programme. Le mentor va devoir adopter une posture dans son accompagnement, une posture qui n'est pas que de l'ordre du savoir-faire, mais aussi et grandement du savoir-être, qui va permettre au mentoré d'ouvrir sa réflexion, de la creuser pour y trouver ses propres solutions, ses propres chemins et aller à la rencontre de sa propre expérience. Cette expérience va faire avancer le mentoré et puis très souvent, ça renforce la confiance en soi du mentoré. Il s'agit d'un échange commun aussi où chacun a quelque chose à partager
On trouve des notions d'ouverture, d'engagement, de réciprocité. Le mentor, lui, il voit ses compétences qui sont valorisées. Et en même temps, ses compétences sont challengées par le mentoré. Et ça, je vous promets, ça évite aussi de s'endormir sur ses acquis. J'imagine bien qu'avec toi, on ne s'endort pas sur ses acquis, mais justement, nous arrivons sur, maintenant qu'on a bien compris, identifié ce qu'était le mentoring, sa zone d'intervention, on va peut-être aller, si tu es d'accord, sur des choses plus pratiques. Oui. Est-ce que finalement, comme le coaching, il existe une boîte à outils du mentoring? Alors oui, je scinderai bien ma réponse en deux, à savoir la partie qui va concerner les RH et donc l'entreprise. Et donc là, ce que je mets là-dessus, c'est l'ingénierie du programme. Et puis la seconde, où j'emploie bien facilement la notion de boîte à outils ou comme on veut, de trousse pour les mentors, car il est essentiel de les outiller, et ce, afin de leur communiquer quelques principes de base, et notamment le principe de la posture et de la conduite de séance. Certaines entreprises, donc j'ajouterai certaines entreprises, profitent de ce programme pour renforcer les soft skills des mentorés aussi. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par l'étape 1 qui est la mise en place du programme pour l'entreprise. Alors moi, je l'ai scindé en 4 étapes. La préparation, le lancement, le suivi et le bilan. La préparation qui va être l'élément clé de la bonne réussite, et on se rend compte très rapidement que l'on met en place un véritable processus et que c'est grâce à ce support que l'on va garantir l'efficacité du programme dans sa complétude. Alors, je parle de diagnostic car c'est là que l'entreprise va définir ce qu'elle recherche à travers la mise en place de son programme. Et donc, elle va se poser les questions que j'évoquais tout à l'heure lorsque nous parlions de programme. Stratégie, cible, objectif de départ. À quoi verra-t-on que l'objectif est atteint? Et dès que l'on a bien défini toutes ces bases, eh ben, on peut s'atteler à la construction du programme. Et puis, on s'assure d'un sponsor dans l'entreprise, un sponsor qui bien souvent est au sein de la direction générale. Et ce sponsor, eh ben, il va sensibiliser, il va soutenir la démarche. Et ça, c'est une source d'engagement pour les salariés et aussi pour la réussite du programme. Définir qui va piloter aussi ce programme au sein de l'entreprise. Est-ce que ce sont les RH? Est-ce que c'est l'organisation projet? Ou est-ce qu'on va faire appel à nous, cabinet externe, et quels seront les rôles de chacun? On va communiquer, bien sûr, parce que communiquer au sein de l'entreprise, c'est important. Il est essentiel que les salariés comprennent l'intention et le sens qui sont donnés à ce projet, et du coup, les cibles qu'on va retenir et pourquoi ces cibles. Et puis, ensuite, dans cette préparation, on va faire un appel à candidature. Alors, en fonction des cibles qui ont été définies en matière de mentorer et puis les personnes qu'on envisage comme étant possibles mentors, je rappelle que cet appel à candidature, il est sur la base du volontariat. On ne force personne. Et ensuite, on va former des binômes. Et c'est toujours pour toutes les entreprises ce que j'appelle un petit peu l'exercice de style. Quels critères retenir, sans oublier qu'il va y avoir du subjectif, on va toucher à l'humain, on va provoquer une rencontre humaine. Et tout dépend de la taille de l'entreprise, car dans les structures de petite et moyenne importance, les RH, elles connaissent relativement bien leur personnel. Et lorsque je parle de bien connaître les collaborateurs, ils ont à disposition l'activité exercée, bien sûr, le parcours, et puis souvent, ils connaissent les centres d'intérêt des uns et des autres. Alors, il y a une autre manière de faire aussi, et dans de grands groupes, on fait souvent appel à des plateformes en ligne qui se chargent de faire le matching en privilégiant la concordance des critères qui auront été renseignés dans la base. Ensuite, on va créer le programme. Créer le programme, ça veut dire le construire en le dynamisant le plus possible autour du cœur que sont les rencontres mentor et mentorés. Ce que je veux dire par dynamiser, c'est donner la part belle aux mentors en leur donnant la boîte à outils qui va bien et dont je vais vous parler ensuite. Et aussi peut-être accompagner les mentorés tout au long du programme. On va définir un cadre. Ça veut dire une mise en place d'une charte ou d'une convention, on va l'appeler comme on veut, mais avec des engagements précis
notamment la durée du programme, la périodicité des rencontres. On peut aussi, sur cette charte, mettre les thématiques qui seront traitées entre le mentor et le mentoré. Et puis, au-delà des engagements mentors et mentorés, on va aussi penser à définir le cadre avec les rôles de chacun dans le pilotage du programme, hein, surtout si on a fait appel à un cabinet ou si, en tant qu'RH, on fait aussi appel à l'organisation projet de la boîte. Voilà ce que je pourrais dire pour la préparation du programme. Ensuite, on va le lancer, ce programme. Alors là, moi, j'aime bien préconiser un événement de lancement parce que d'une part, c'est festif et que ça permet aux sponsors de parler du bien fondé de l'événement, le pourquoi du comment. Le sponsor, dans sa prise de rôle, lui, va prendre la pleine mesure de sa responsabilité et c'est lui qui va promouvoir et pousser à la réussite du projet au sein de l'entreprise. Ce sponsor, il doit vraiment avoir un effet catalyseur autour du sujet. Et puis, c'est le moment aussi où on peut annoncer le top départ du programme, le moment où on met en relation les mentors et les mentorés. Je découvre mon binôme. Et lorsque l'on a préparé un programme qui va au-delà des simples séances entre les deux parties, c'est aussi le moment d'annoncer ce qui a été concocté pour les uns et pour les autres durant la durée du programme, notamment pour les mentors, avec l'atelier posture du mentor. Et puis, on peut jalonner le programme de rencontres diverses pour les uns comme pour les autres et c'est répondre à des besoins différents de soutien pour chacune des communautés. Et enfin, vous pouvez aussi ne pas faire d'événement. Et c'est bien. Pas de lancement officiel pour diverses raisons qui sont spécifiques et propres à votre environnement en entreprise. Et puis, il y a le suivi du programme. Le suivi du programme, c'est le déploiement de ce programme, il va supposer un accompagnement dans la durée. Et donc, c'est hyper important de penser à désigner un interlocuteur pour les mentorés comme pour les mentors. Ça peut être la RH, et ça l'est bien souvent. C'est aussi pour la personne qui a ce rôle de pouvoir s'assurer tout au long du programme que tout va bien et qu'il n'y a pas de laisser pour compte sur le bord de la route. C'est un élément qui rassure, surtout au démarrage, et qui permet de poser des questions si le besoin s'en fait ressentir. C'est aussi pouvoir annoncer, lorsqu'on va approcher du terme aux uns et aux autres, que la phase bilan, elle va bientôt être proche. Donc, est-ce que vous avez bien fait toutes vos séances? Est-ce que tout va bien pour vous? Et je vais glisser maintenant sur le bilan qui est important, parce que dans ce bilan, l'évaluation, pour moi, elle doit tenir compte de 3 éléments fondamentaux qui sont l'atteinte des objectifs organisationnels, alors évaluer selon les indicateurs qu'on a pu établir au début du programme, l'atteinte des objectifs des mentorés et puis la satisfaction globale des participants. Et lors de la préparation du bilan final, demandez à votre mentoré de se réévaluer sur l'évolution de ses aptitudes personnelles, relationnelles et professionnelles, et puis d'argumenter son auto-évaluation par des situations qu'il a pu observer. Et si l'on a défini en début de parcours des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus, ça aide à faire une synthèse du programme. Et ça permet aussi de voir ce qu'il faut apporter en complément ou retirer pour que le prochain programme qu'on va mettre en place dans l'entreprise réponde vraiment à la stratégie et aux besoins des participants. Je prends juste un petit verre d'eau parce que… Tu l'as bien mérité. Merci. Maintenant, si vous voulez bien, on va voir la boîte à outils du mentor. Alors… Là, on doit avoir un petit slide aussi. Donc, on doit avoir, effectivement. Je ne suis pas sûre, hein, mais on doit en avoir, voilà. Et donc, je vais commencer par la posture, cette fameuse posture dont je parle depuis le début, la posture mentorale. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, à la définition de la posture. La posture, ça définit une attitude, une manière d'être dans l'échange. C'est accueillir l'autre avec son histoire, et avant tout, le reconnaître dans son unicité, accepter d'être déboussolé dans la rencontre avec lui pour mieux l'accompagner vers ses solutions. Tout cela veut dire que le mentor, il va devoir prendre des orientations dans la conduite de ses échanges avec le mentoré.
il va devoir endosser un rôle qui est celui du mentor et il va mettre son costume comme au théâtre. Et pendant toute la séance, il va lui falloir être dans une présence de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présence de qualité? Eh bien, je dirais que dès lors que l'on peut observer que chacun est pleinement disponible à l'autre, que la bienveillance règne, que le jugement n'existe pas et qu'il se crée un climat de confiance, une alliance, et que le mentor ne prend pas en charge le mentoré parce qu'il n'est pas son sauveur et qu'il est simplement là pour lui faciliter le chemin pour aller plus loin dans sa réflexion, alors on peut parler de présence de qualité. J'aimerais vous faire un petit aparté sur quelqu'un qui s'appelle Pierre-Paul Gingras, qui est un expert canadien en mentorat. Et il dit qu'il faut être hyper vigilant et que l'expérience des mentors démontre que 3 réflexes les habitent. Et moi, je dirais que ces réflexes semblent tous nous habiter. Il les appelle les 3 dragons. Alors, en bref, il y a le dragon de l'impulsivité, où je vais être en réaction, plutôt que d'agir. Le dragon de la toute-puissance, celui qui va faire croire au mentor que sa perception de la réalité, c'est la vérité. Le dragon de l'orgueil. Et là, derrière la respectable intention d'accompagner le mentoré, eh bien, le mentor, il se considère responsable de ses progrès. Donc, on observe que la posture est quelque chose de fondamental et qu'au-delà de l'engagement que l'on a vis-à-vis du mentoré, il faut aussi en être détaché et lui laisser ses décisions et sa liberté dans le contenu qu'il va apporter. Et lors de l'atelier posture du mentor, on va bien sûr travailler essentiellement sur cette posture et voir les différents outils que sont l'écoute active, la rétroaction, comment on va en donner, comment on va en recevoir et comment on peut en demander, la métaphore, la synchronisation, l'empathie, l'alliance. On va aussi aborder comment communiquer pour permettre à son mentoré d'être en introspection, d'aller chercher en lui les forces pour qu'il puisse évoluer tranquillement et de manière individuelle. Et puis enfin, on va structurer la séance. Et là, c'est vraiment aussi un indispensable qui permet de cadrer et de ne pas partir dans tous les sens. Je fais souvent référence, moi aussi, à la métaphore du vol. Le pilote étant le mentoré et le copilote le mentor. La structure de la séance, elle se fait en 3 étapes, que sont la revue du plan de vol, le vol et l'atterrissage. Alors, la revue du plan de vol, c'est vraiment le moment où on va initier l'échange. On va mettre en place les conditions optimales pour que le vol et l'atterrissage se passent bien. On va donc prendre la mesure de la météo du jour avec notre mentoré et puis on va lui demander, bien sûr, l'objectif qu'il va évoquer après. Et ce moment-là, il est hyper important parce qu'il permet de faire un point sur le carburant dont dispose notre mentoré. On va pouvoir voir son niveau d'énergie, sa disponibilité, puis aussi on va pouvoir faire un point sur les moyens dont il dispose, lui, le mentoré, pour pouvoir réaliser les actions si on en a défini lors des séances précédentes. Puis après, on va passer au vol, le corps de la rencontre, où là, on va parler de l'objectif du jour. Et puis, on va terminer par l'atterrissage, qui est la conclusion de la séance, le moment où on va clarifier les actions qu'on peut mettre en place, qu'il va mettre en place, et puis le moment où on va faire un point sur la séance, et là où on va lui dire, mais alors aujourd'hui, avec quel apport repartez-vous et quelles seraient les actions que vous pourriez mettre en place par rapport à ce que on a défini. Alors tout ça, bien sûr, on le met en situation quand on fait cette... Oui. Juste Sylvie, justement, et je me permets de t'interrompre, il y a pas mal de questions qui tournent autour de, en termes de posture, votre définition est identique à celle attendue dans une relation de coaching, très similaire aux séances de coaching finalement, comme on est tous quand même My Perso Coach. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Je dirais, Nathalie, que nous donnons, quand on anime un atelier posture du mentor, nous donnons les outils du coach au mentor. Et nous lui donnons notre trousse à outils pour qu'il puisse accompagner son mentoré de la manière la plus optimale, parce que, en effet,
l'objectif pour que le mentor aille plus loin, c'est de l'aider à réfléchir sur ce qui l'interroge et c'est pas de lui donner les résultats. C'est pas de lui dire bah voilà il faut faire ci, il faut faire ça. L'objectif c'est pas ça. Et donc c'est bien par notre présence, par notre écoute et notre capacité à questionner qu'on va pouvoir amener notre mentoré à trouver aussi ses propres réponses. Super. Alors, on peut aussi aller plus loin et on peut offrir aux mentors des séances, et je fais référence à ce que je disais tout à l'heure sur jalonner le programme de différents événements. On peut offrir aux mentors des séances de coaching, et ça c'est très bien parce que certains mentors démarrent très très bien, d'autres se posent des questions au démarrage, sont pas sûrs non plus même s'ils ont eu l'atelier, d'être bien dans les clous. Et ces séances de coaching, elles vont les réassurer. Et puis, aussi, je jalonne souvent les programmes avec des séances de codev parce que c'est vraiment un outil d'intelligence collective et au-delà de remplir sa fonction première qui est celle de développer sa pratique en apprenant des autres, ça va aussi permettre par cette cohésion d'équipe de créer et de mettre en place une communauté de mentors dans l'entreprise. Alors, sur le slide, j'ai marqué 2022 à l'ère du mentorat virtuel. Alors, pourquoi je dis et pense cela? C'est parce que du chaos naît la créativité et qu'avec ce que nous venons de vivre avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il nous fallait prendre de nouvelles dispositions dans nos manières de travailler. Et puis enfin, l'arrivée des nouvelles générations sur le marché fait que nous devons proposer aussi des cadres qui sont plus flexibles, plus rapides, et que ça offre aussi la possibilité de faire des jumelages dans différents endroits de notre globe. Voilà ce que je pourrais dire sur ce slide. Et puis, je vais passer la parole à Lucas qui va peut-être vous parler des outils justement de MyPersoCoach. Merci. Après, on arrive au terme de cette intervention. Il y a des questions auxquelles tu n'as pas forcément répondu et des... Et tu me les poseras après Ouais. D'accord. C'est pour dire qu'on n'oublie pas les questions. Voilà. Et du coup, je vais aller rapidement, effectivement, sur les outils MyPersoCoach. Si je reprends un peu ce que disait Sylvie sur les différentes étapes du programme, il y a les étapes qui sont le suivi et le bilan. Et je pense que les outils qu'on propose via MyPersoCoach permettent de vraiment renforcer ce suivi et d'avoir une meilleure qualité de résultats au niveau du bilan. Principalement puisque déjà, donc, au travers d'une plateforme qu'on a développée qui permet de faire du coaching et aussi du coaching individuel, mais aussi des séances de mentorat, en fait, on apporte un vrai cadre et cette structure et ce suivi, puisqu'il va y avoir différentes fonctionnalités qui permettent d'aider en fait le mentor à mieux à aborder les séances en fait de mentoring avec des guides interactifs, des questions à poser, et ensuite l'idée c'est que ça va permettre d'avoir un meilleur suivi dans le temps, puisque il y a un meilleur cadre aussi, puisqu'on va avoir toute une série donc, de rappels automatiques, de notifications par email. Donc, ça permet vraiment, via l'outil, d'avoir un vrai cadre, et ce qui permet finalement de se reposer sur ça pour se concentrer sur la qualité de la relation en fait, entre le mentor et le mentoré, de la même manière que entre un coach ou un coaché. D'autant plus qu'on va ajouter un certain nombre de ressources pédagogiques qui vont accompagner les participants ou les participantes, et donc les faire monter en compétences, et donc leur apporter des connaissances sur des outils qui peuvent toujours être utiles en plus de l'atelier, par exemple, de la posture du mentor, mais il y a d'autres choses qui sont super intéressantes, qui viennent d'autres domaines, comme notamment le coaching, et des outils, des concepts qu'on a inclus dans la plateforme, dans l'application, pour renforcer en fait les connaissances et
les compétences des mentors pour les aider à avoir toujours une meilleure posture et pouvoir parfois sortir de certaines situations, parce que quand on accompagne quelqu'un, c'est pas toujours évident de savoir comment répondre, comment motiver, etc. Et donc, ça fait partie des choses qui sont dans l'application. Et enfin, sur le parti vraiment mesure et bilan, puisque on passe par une plateforme, on peut en fait facilement enregistrer un certain nombre d'informations qui vont permettre ensuite de mieux mesurer en fait l'impact que va avoir le programme de mentoring et les résultats qui en ressortent. Et donc, on va suivre des indicateurs, par exemple l'auto-évaluation des personnes. Et donc, on peut voir la courbe d'évolution de l'auto-évaluation des différentes personnes qui sont dans le programme. Et donc, ça apporte une vraie valeur et une vraie idée de finalement comment ça s'est passé. On va pouvoir suivre aussi quelles ont été il y avait une question tout à l'heure sur les compétences à aborder ou pas. On va pouvoir suivre quelles sont les soft skills, quelles sont les compétences. On va pouvoir relier en fait chaque session ou chaque en fait on va dire chaque session et chaque objectif travaillé dans le programme à un soft skill, et on va pouvoir avoir une cartographie en fait de ces soft skills, et c'est très intéressant pour prendre de la hauteur et regarder à l'échelle d'une équipe ou de plusieurs équipes ce sur quoi finalement les gens travaillent au travers de ces sessions-là. Voilà, donc vraiment, l'outil permet de rajouter du cadre et de la structure pour permettre aux personnes de vraiment se concentrer sur la relation humaine, et ça permet aussi de vraiment mesurer et vraiment, oui, mesurer des résultats pour avoir une meilleure qualité à la fin pour faire le bilan. Voilà, j'ai terminé, j'essaie d'aller vite. Merci Lucas. Oui, pour mesurer la progression, etc., moi je pense que c'est un super outil. Et le digital est vraiment une ressource clé pour laisser la place, comme disait Lucas et Sylvie tout au long de son intervention, sur l'humain. Donc, Sylvie nous a, avant qu'on réponde aux questions du chat, elle nous a, si j'y arrive, voilà, si tu veux commenter, tu nous as mis des ressources, des livres qui sont intéressants et que tu apprécies, que tu as lu ou pas sur justement le mentorat. Oui, oui, j'ai voulu partager avec vous quelques ouvrages et notamment celui de Catherine Thibault, puisque tout à l'heure j'ai fait référence, qui s'appelle Les clés d'un mentoring réussi et qui est un excellent ouvrage. Je suppose que son suivant que je viens d'acquérir est tout aussi excellent, mais je ne l'ai honnêtement pas encore lu. Il s'appelle Le mentorat dans tous ses états. Et puis, je vous en ai mis d'autres aussi qui sont aussi très bien. Le mentorat mode d'emploi, les mentors pour la relève. Il y a le mentoring aussi pour les nuls. Ça, c'était le petit clin d'œil aussi. Voilà ce que je peux dire. On peut peut-être, Nathalie, s'il y a des questions, y répondre. Absolument. Et du coup, bien sûr, si vous avez des questions, des attentes, il y a le site My Perso Coach. Je vais vous mettre le lien sur les adresses mail, etc. N'hésitez pas. On est tous passionnés par nos métiers, donc c'est avec grand plaisir qu'on y répond. Et bien évidemment, Sylvie, qui est une professionnelle sur ce métier. Alors, question, je me demande comment je peux mettre en place et structurer du mentoring. Est-ce qu'on peut l'appliquer à tous les domaines de la vie? Voilà. Moi, j'ai dit oui. Oui, c'est une bonne réponse, Nathalie. En effet, on peut le structurer à tous les domaines de la vie, puisque comme j'ai évoqué tout au début, peut-être que la personne n'était pas présente tout au début, on voit que on peut accompagner la réinsertion, on voit qu'on peut accompagner des jeunes. Il y a aussi des jeunes en école qui sont accompagnés par des mentors. Donc, on voit qu'on peut l'appliquer à énormément d'environnements. Ok. Plus plus au début, on avait une question. Là, pour le coup,
Je n'ai pas répondu et je te remercie pour ta réponse. Que pensez-vous des formations en ingénieur, en mentorat et lesquelles choisir? Alors, lesquels choisir? Je ne m'aventurerai sûrement pas sur ce terrain. Je vous laisse faire votre propre petit marché de ce qu'il y a sur le marché. Je trouve que c'est très, très bien de se former en ingénierie du mentorat parce que ça permet d'avoir toutes les clés et de bien conduire un programme. Donc, il y a certaines entreprises qui donnent les moyens à des collaborateurs de se former en ingénieur en mentorat. Super. Doit-on cadrer les sujets, compétences à traiter dans le cadre des séances de mentoring ou les laisser à la discrétion des deux parties? Alors là, ben, je dirais que c'est un petit peu en fonction de l'objectif qui est défini aussi au départ. Euh, Souvent, lorsque j'accompagne des programmes de mentoring, dans la charte, on définit ce sur quoi les mentors pourraient être en capacité d'aider les mentorés. Ça aide aussi, ce sont des critères qui permettent aussi de matcher correctement, parce que si moi je veux développer du réseau en tant que mentoré et que le mentor, bah, lui, c'est pas du là, le networking pour lui, c'est pas du tout son truc, bah, quelque part, on sait que la réussite du programme, elle ne sera pas complète parce qu'il ne pourra pas répondre à ce que j'attends. Mais il y a énormément d'entreprises aussi qui ne font pas ça et qui ne font simplement que des engagements de structure du programme. Voilà. Super. Donc, il y avait quand même, on n'y reviendra pas, hein, pas mal d'interventions et de témoignages qui disaient que c'était assez similaire aux séances de coaching finalement. Et plus précisément, est-ce que le mentor doit partager son expérience avec le mentoré? Ah bah oui, bien sûr, le mentor, il va finalement la partager, mais ce qui est intéressant dans cette posture du mentor, c'est que le mentor ne vienne pas tout de suite en partageant son expérience. Ce qui est important, c'est que le mentor, il accompagne son mentoré à justement la trouver, sa réponse, et à aller dans sa propre expérience. Et après, il peut en effet partager son expérience avec son mentoré. Et puis, si le mentoré ne trouve pas, bah, évidemment, il peut suggérer et partager son expérience avec lui aussi. Ok. Moi aussi, je me suis posé cette question et on en avait discuté, mais je pense qu'elle est vraiment intéressante à éclaircir. Quels sont les critères finalement d'identification des mentors au sein d'une organisation? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu la quadra. Ça semble être un petit peu, c'est la question la plus difficile, enfin c'est celle qui tourne et qui taraude le plus les organisateurs des programmes de mentoring. Qu'est-ce qu'on va mettre comme critère autour de ça? Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et je reviens là-dessus, la DRH, son personnel. Elle sait, d'abord, elle connaît l'activité que le mentoré exerce. Elle connaît aussi souvent ses centres d'intérêt. Elle connaît son parcours, hein, et donc elle connaît aussi les mentors. Donc voilà, c'est subjectif, hein. Il n'y aura jamais du zéro défaut dans le matchage des binômes, mais voilà, il faut tenir compte de l'humain, faut savoir aussi se faire confiance en tant que RH et donner la part belle à son intuition aussi, en se disant, je suis sûre qu'il va bien l'accompagner. Voilà, j'en dirai pas plus sur sur le matchage des binômes. Ok. Ça, on l'a vu. La différence alors entre le mentoring, le coaching et le conseil, je propose à Ahmed d'aller revoir le replay puisque c'est quand même une partie que tu as bien développée au départ quand je t'ai posé des questions. Bon, je pense qu'on ne va pas forcément revenir là-dessus puisqu'on a déjà Ouais. dépassé notre temps imparti. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Oui, puis j'ai Euh, la gorge complètement. Voilà, et donc je suis en train de mettre un petit peu d'infos si on veut effectivement nous contacter, mais j'ai un peu de mal à faire tout à la fois. Et du coup, j'aurais très envie de te remercier pour ce partage. Je trouve que c'est vraiment, moi j'ai énormément apprécié
partager, enfin de préparer avec toi cette intervention. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Je voudrais d'abord vous remercier, en fait, parce que c'est une matière qui est vraiment très, très riche. Hein. Et en fait, vous m'avez donné la possibilité, et là, je vais vous faire un petit secret, comme me dit mon mari, déculotte ta pensée. Et donc, j'ai été obligée vraiment de déculotter ma pensée pour me dire, je vais m'adresser à des gens et il faut que ce soit structuré. Et j'espère avoir répondu le plus possible à vos attentes. N'hésitez pas à envoyer des mails à Nathalie et Lucas chez My Perso Coach. Et puis, nous pourrons toujours répondre par derrière et faire un service continu pour vous alimenter. Voilà, et j'espère que vous allez mettre en place des programmes de mentoring parce que c'est vraiment très, très chouette. Encore merci Sylvie, merci à toute l'équipe qui a préparé avec nous ce webinaire, merci aux participants et je crois que c'est le 30 mars pour le prochain webinaire sur, je crois, comment, c'est un cycle de 3 webinaires qui étaient les outils RH, en gros, le mentoring et ensuite je pense que le 3e, vous allez bientôt avoir l'information, concerne plus précisément le recrutement et le recrutement aujourd'hui dans des entreprises start-up, scale-up, PMI, PME qui sont en forte croissance et il y aura des choses très intéressantes à découvrir et donc je vous donne rendez-vous, je crois que c'est le 30 mars. Voilà. Au revoir et merci à tout le monde. Au revoir à tous.